Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre dernier meet-up de l'année, pour notre comète Feel Good. On va être accompagné ce soir de Bertrand, qui est un ancien consultant d'Extia et qui va vous parler, vous raconter son expérience de vie atypique. Je vous souhaite du coup un très bon meet-up. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans l'onglet questions à votre droite. On y répondra à l'issue de la présentation de Bertrand. Je vous souhaite un très bon moment et je vous dis à tout à l'heure. Merci Clara. Bonsoir à tous. Et ben du coup, c'est parti pour un petit voyage en Antarctique, si j'arrive à partager ma présentation. Hop. Est-ce que tout le monde voit? C'est bon. Ok, et ben c'est parti alors. Donc, comment fait-on pour se rendre en Antarctique? Eh ben, je dirais que le plus simple, en fait, c'est tout simplement d'y aller en tant que touriste, puisqu'il y a à peu près 40 000 visiteurs par an. Alors, par contre, c'est quand même très limité. C'est déjà, la plupart des touristes restent dans la péninsule antarctique, ce qui reste, le reste de l'Antarctique reste relativement vierge. Et puis, de toute façon, c'est des groupes qui sont assez limités par le fait qu'il y ait quand même pas mal de règles. Notamment, les bateaux sont limités en termes de nombre de personnes qu'on peut mettre à l'intérieur, etc. Et puis, en plus de ça, ça nécessite quand même un budget relativement important. On va dire que vraiment les premiers prix, ça commence à 5 000 euros et ça peut très vite monter à 20 30 000 euros facilement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent comme moi à l'époque, quand je me suis rendu en Antarctique, on a toujours la possibilité d'aller y travailler. Donc, comment ça se passe? En Antarctique, il y a à peu près une soixantaine de stations de différents pays. Et donc, ça fait à peu près 4000 travailleurs en été, donc 10 fois moins que des touristes. Et en hiver, du coup, ça tombe à 900. Donc, il reste plus grand monde. Concernant donc la partie française, en fait, on a deux stations en Antarctique. On a la station Dumont d'Urville, qui est au bord de la mer. Donc, c'est sur cette station que j'ai eu l'occasion de me rendre pendant 14 mois. Et on a une deuxième station qui est franco-italienne, qui s'appelle Concordia, et qui est à peu près 1100 km à l'intérieur des terres. Donc, en France, on a deux entités qui sont importantes pour l'Antarctique. On a d'une part les TAF, qui est les Terres australes et antarctiques françaises, qui est en fait, c'est la partie administrative. Donc, c'est sous la tutelle d'un préfet. Et ce préfet, en fait, il va nommer dans chacun des districts, donc c'est-à-dire les îles de Kerguelen, de Saint-Paul, Amsterdam et la Terre Adélie, il va nommer un chef de district, ce qu'on appelle un chef de district. Et donc, ça va être un peu le chef de la base. Voilà. Et il va occuper son rôle de chef pendant 1 an. Le deuxième institut qu'on a en France, c'est l'IPEV, donc l'Institut polaire Paul-Aimé Victor. Et donc, l'Institut Paul-Aimé Victor a comme mission de promouvoir la science dans les pôles, de mettre tous les moyens en œuvre à sa disposition pour avoir de la science dans les pôles. Et donc, un des moyens qu'il dispose, c'est de recruter donc, du personnel pour aller hiverner dans ces bases, donc pendant 1 an. Donc, on a 5 bases. Et donc, chaque année, donc, ils doivent recruter le personnel pour toutes ces bases. Donc, ça représente quand même une centaine de personnes à recruter par an, ce qui est quand même pas mal. Et donc, là, vous avez ici ma promo qui a hiverné en Terre Adélie. Donc, c'est la TA65. Donc, c'est ce qui veut dire que c'est la 65e mission en Terre Adélie. Et donc, pour cette promo, on était 24 à passer 1 an complet sur la base de Dumont d'Urville. Donc, comment on s'y rend? Eh ben, déjà, il faut savoir qu'on peut se rendre en Antarctique qu'en été. Donc, ça va du mois de novembre jusqu'à début mars à peu près, durant 4 mois.
Et donc, le voyage, vous imaginez un petit peu, il est un peu long. Donc, la Terre Adélie, c'est ici. Ça tombe à peu près en face de l'Australie et de la Tasmanie. Donc, il faut se rendre à Hobart par avion. Donc, vous imaginez, pour peut-être parmi vous qui en a déjà fait un voyage en Australie, donc ça fait à peu près 2 jours d'avion. Et donc, on arrive à Hobart, au port de Hobart. Et là, on va retrouver un bateau qui s'appelle l'Astrolabe. Et c'est ce bateau qui va nous emmener en Terre Adélie. Et donc, pour un voyage au minimum de 6 jours, si tout se passe bien. Voire beaucoup plus s'il y a de la glace, etc. Donc, c'est un voyage qui n'est pas forcément très agréable, puisque la mer bouge beaucoup, le bateau bouge beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont malades. Mais si pour les gens qui ne sont pas malades, il y a quand même possibilité de voir quand même déjà des premiers animaux. Vous voyez par exemple ici un albatros. J'ai pu voir aussi par exemple une baleine à bosse. Voilà, différents animaux qu'on peut voir durant le voyage. On s'ennuie pas mal, donc on a le temps de prendre des photos. Et donc, un beau jour, on se réveille. Déjà, on est surpris parce que le bateau, il bouge plus beaucoup. Et puis, c'est surtout qu'on entend des gros bruits, des gros booms dans la coque. Et puis, quand on va voir l'extérieur, on voit ça. Donc là, on voit qu'on commence à arriver un petit peu en Antarctique. Donc, on a un bateau qui a une coque de glace. Par contre, il a des moteurs qui sont relativement limités. Donc, il ne peut pas casser la glace comme le ferait un brise-glace russe, nucléaire, etc. Donc, ce qu'on fait pour pouvoir se faufiler dans la glace, on exploite les failles. Et puis, des fois, on recule et on avance pour casser des morceaux, etc. Donc, on avance comme ça le plus loin possible. Et au bout d'un moment, ça devient de la glace trop épaisse et trop monobloc. Et donc, on est obligé de s'arrêter. Et donc là, la possibilité qu'on a pour retourner, pour aller sur la base, je suis désolé, ça a recommencé depuis le début. Donc, la possibilité qu'on a pour aller sur la base, il ne nous reste plus que l'hélicoptère. Donc, on prend l'hélicoptère et on peut arriver enfin sur la base. Donc, en fait, la plupart du temps, en été, en fait, la glace de mer est libérée et donc c'est de l'eau. En fait, la station du Mont d'Urville, ici, vous le voyez en situation d'hiver, mais en été, souvent, c'est de l'eau. Donc, on est sur une île. Et en fait, vous voyez au loin le continent de l'Antarctique. Et si on zoome un petit peu ici, là, on voit qu'il y a une deuxième base. Et en fait, ici, c'est juste une base logistique qui s'appelle la base Prudhomme. Et en fait, il y a une route ici. Et si on continue cette route, elle continue pendant 1100 km et ça va jusqu'à la station Concordia. Et donc, c'est une route qui nous permet d'acheminer du matériel et du fuel jusqu'à la station de Concordia. Donc, c'est une deuxième petite station où en été, il y a aussi des gens qui travaillent, etc. Alors, qu'est-ce que je faisais en Antarctique? Eh ben, moi, j'étais, comme je vous ai dit, pour travailler. Donc, on a plusieurs activités. Et donc, une des activités là qui est primordiale pendant l'été, c'est la logistique. Donc, vous imaginez que pour passer un an en Antarctique, il nous faut beaucoup de matériel, il nous faut de l'énergie, etc. Et donc, tout ça, eh ben, il faut l'acheminer. Et donc, il y a deux possibilités. C'est soit la mer est libre et on peut faire venir le bateau directement sur la base. Et donc, tout se passe relativement rapidement puisqu'on peut décharger les conteneurs par conteneur. Et dans les cas où il y a encore de la glace, et ben, le bateau ne peut pas aller jusqu'à la base. Et donc, il nous reste une possibilité, et ben, c'est de cheminer tout par hélicoptère. Et donc, ça peut être beaucoup plus long parce que on peut acheminer que 1000 kg par 1000 kg. Et étant donné qu'il nous faut à peu près 900 mètres cubes pour passer l'hiver, et ben vous imaginez un peu le nombre d'allers-retours d'hélicoptères qu'il faut faire.
Donc, ça représente pas mal de travail. Et donc, deuxième mission, quand le bateau n'est pas présent et parce qu'il fait des allers-retours, en fait, il fait à peu près 5 allers-retours entre Hobart et Dumont-d'Urville durant la saison d'été. Et donc, quand le bateau est en train de faire ses allers-retours vers Hobart, eh ben, moi, j'avais une mission de mécanicien et donc de maintenance. L'intérêt, c'était de faire de la maintenance sur la base. Vous imaginez que de temps en temps, il y a des outils qui tombent en panne, qu'il faut réparer. Alors, ça peut être très varié, hein. Ça peut être des installations scientifiques, des outils scientifiques. Ça peut être tout simplement quelque chose qui est cassé sur la base. Ça peut être par exemple des trucs tout bêtes, un raccord de plomberie, une vis. Il m'arrivait même de faire des rondelles parce qu'on n'avait plus de rondelles. Ça peut être des pièces sur la centrale électrique, ça peut être plein de choses. Donc j'avais à disposition un petit atelier mécanique avec une fraiseuse, un tour, etc. Et encore une des missions que j'avais, c'était donc évidemment sur cette base, il nous faut de l'énergie, de l'électricité. Il nous faut aussi produire de l'eau, de l'eau potable, de l'eau chaude, etc. Donc on a une centrale et donc cette centrale, elle nécessite une présence en permanence pour voir s'il n'y a pas de défaut. Il peut y avoir des petits défauts et on a des maintenances à faire. Et donc, j'avais des quarts à faire. Donc, toutes les semaines, j'avais 12 heures de quart de jour et 12 heures de quart de nuit à faire par semaine. Donc, on a 3 génératrices qui tournent en alternance. Parce que vous imaginez bien que s'il y en a une qui tombe en panne, eh ben, on a toujours 2 autres en rab, le temps de réparer la première, quoi. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on a besoin d'à peu près 100 kW en permanence d'électricité pour que la base fonctionne, pour que tous les outils scientifiques fonctionnent. Alors, la dernière chose, c'est pas vraiment un travail à proprement parler, mais c'est plutôt une obligation de vie sur la base. Et ça, tout le monde y a le droit, c'est le service base. Donc, vous imaginez qu'il y a plusieurs choses à faire. C'est que d'une part, eh ben, de temps en temps, il faut nettoyer les sanitaires, les dortoirs, la salle, le séjour, etc. Et on n'a pas de personnel dédié pour ça sur la base. Et donc, c'est chacun son tour. On est dédié à cette tâche. Donc, on fait le ménage le matin et l'après-midi. Et vers 11h jusqu'à 14h, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les cuisiniers à préparer le repas de midi et le repas du soir. Et puis, on fait le service à table. À Dumont-d'Urville, on aime bien servir à table, comme dans un restaurant un peu. Alors là, c'est juste pour vous montrer, par exemple, là, c'était pour le Nouvel An. Donc, il peut arriver qu'on fasse des buffets qui sont plutôt sympathiques. Des fois, on aime bien quand même faire des jolis buffets et se mettre bien un petit peu sur la base. Alors, qu'est-ce qu'on y fait comme science sur Dumont-d'Urville? Eh ben, il y a en grosso modo 3 domaines. Il y a premièrement la biologie marine. Donc, on a des animaux sur place. Donc, on fait du suivi de population de ces animaux. Et puis, on fait aussi un petit peu de science, c'est-à-dire on va les peser, on va les mesurer, etc. Voir comment les populations évoluent. Voilà. Et comment, par exemple, elles évoluent avec le réchauffement climatique, etc. Une deuxième chose qu'on fait, ben, vous imaginez, on est en Antarctique, donc on fait un peu de la glaciologie. Donc on a un glacier à proximité de Dumont-d'Urville qui est juste derrière, qui a quelques centaines de mètres. Et donc on y fait des mesures GPS dessus. On va mettre des stations comme celle-ci et on va voir comment elles évoluent dans le temps. Elles vont bouger avec le glacier et ça va nous permettre de calculer les mouvements du glacier, etc. On fait aussi des petits carottages et on fait aussi d'autres expériences que je ne vais pas détailler ici. Et la dernière chose qu'on fait, c'est de la géophysique. Alors, la géophysique, ça représente plein de choses. Ça peut être des choses très simples, comme par exemple, on a un marégraphe, on a un sismomètre,
Et on a aussi, par exemple, ce laser que vous voyez pointer vers le ciel. Et ça, en fait, c'est un lidar. Et ce lidar, il a pour objectif, en fait, d'étudier le trou de la couche d'ozone, en fait. Donc voilà un petit peu pour la science qu'on y fait en Terra Delhi. Une dernière chose qu'on fait, alors là, c'est plus tout à fait de la science fondamentale, mais ça reste quand même un petit peu de la science. On fait de la météo. Donc, en fait, pour avoir de la météo chez vous en France, quand vous regardez vos applications météo, eh ben, il nous faut des supercalculateurs avec des modèles météo. Et le problème, c'est que ces supercalculateurs, ils ont besoin de données d'entrée. Et donc, une partie des données d'entrée qu'on a dans ces calculateurs se fait par des sondages de la masse d'air par des ballons comme ça, météo, qui vont monter dans la masse d'air jusqu'à peu près 10-15 000 mètres d'altitude. Et il faut absolument le faire partout dans le monde, donc que ce soit en France, que ce soit en Amérique du Sud, et même en Antarctique du coup. Et en fait, ces radiosondages, ils se font à la même heure partout dans le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut y croiser comme animaux en Terra Delhi? Eh ben, en fait, c'est relativement simple. Je serais bien incapable de faire la liste de tous les animaux que j'ai dans mon jardin. Par contre, en Terra Delhi, c'est relativement simple. On a 7 espèces d'animaux qui vivent en été. Donc, on a un phoque, une espèce de mammifère, du coup, et 7 espèces d'oiseaux, dont des petits manchots à Delhi. Puis après, le reste, ce sont des oiseaux. Des squats antarctiques, des pétrels des neiges, des pétrels géants, des damiers du Cap et des océanites. Voilà. Donc, c'est des animaux qui vivent en été. Par contre, pendant la saison d'hiver, ils vont partir. Alors, ça peut dépendre des animaux. Il y en a qui vont partir et qui vont rester en mer autour de l'Antarctique. Et il y en a d'autres qui vont partir beaucoup plus haut. Par exemple, les squats antarctiques, eux, durant la saison d'hiver, ils vont partir en Russie ou au nord du Canada. Donc, ils font un sacré long voyage. Et donc, il reste une espèce d'animaux que je n'ai pas cité ici, et je vais en parler un petit peu plus tard quand on arrivera dans la saison d'hiver. Donc, nous y voilà. On est à peu près ici début mars. Et donc, en fait, ça coïncide avec le dernier voyage du bateau. Et donc, en fait, la plupart du personnel de la base va partir avec ce bateau et on va rester sur la base à 24 et ce pendant 8 mois. Donc voilà, on rentre un petit peu dans le dur de notre hivernage. Et donc voilà, on va avoir des conditions climatiques qui vont un petit peu évoluer. Donc en été, on est plutôt aux alentours de entre moins 10 degrés et plus 5 degrés à peu près. Et en hiver, on est plutôt autour de moins 20 degrés. Il ne fait pas si froid que ça parce qu'on est au bord de la mer. Par contre, on a énormément de vent et très fréquemment. En fait, c'est un phénomène qu'on appelle le vent katabatique. Ce qui se passe, c'est que sur le plateau antarctique, on a des températures très froides, autour de moins 70 degrés. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, au bord de la mer, c'est plutôt autour de moins 20. Et ce qui se passe, c'est que plus la température est froide, plus l'air est lourd et l'air lourd va avoir tendance à s'écouler le long de la calotte et descendre sur le bord de la mer, ce qui génère des vents très violents qu'on appelle vents katabatiques. Pour vous donner une ordre d'idée, on a à peu près 100 km/h de vent tous les 3 jours, 150 km/h de vent 2 fois par mois, et plus de 200 km/h de vent à peu près une fois par saison. Et donc, ce qui fait que quand on a beaucoup de vent comme ça, on n'a plus beaucoup de visibilité. J'ai pris cette photo parce que c'était sur une passerelle et en fait, à 3-4 mètres d'ici, en fait, il y a un bâtiment qui est juste là et en fait, on le voit même plus du tout. Donc, c'est pour ça que sur la base, il y a des passerelles absolument partout. En fait, ce sont des lignes de vie quoi, pour se diriger.
Et donc les voilà, les derniers animaux qui vont arriver durant l'hiver, les manchots empereurs. Donc ils arrivent par colonne comme ça au début, à peu près fin mars, début avril. Et donc ils arrivent de la mer et ils vont venir se regrouper juste à côté de la base en fait. On a la chance à Dumont-d'Urville d'avoir une colonie de manchots juste à côté. Donc eux, ils restent un peu sur la glace de mer. Et ils vont rester là pour s'accoupler durant la saison d'hiver. Et en fait, c'est la raison pour laquelle ils sont présents en hiver. C'est que leur période d'incubation est trop longue pour se faire que durant la saison d'été. Donc en fait, la saison d'été est trop courte, elle dure que 4 mois. Et eux, ils ont besoin de beaucoup plus de temps pour pondre un œuf et élever leurs petits. Donc ils font ça durant la saison d'hiver. Et ce qui fait qu'ils vont avoir des poussins qui sont matures pour partir au début de l'été et aller se jeter en mer. Et la base du Mont d'Urville est juste à côté sur ce caillou-là, en fait. Ici, vous avez une vue donc durant une tempête. Et en fait, quand il y a beaucoup de vent, ils vont se regrouper pour avoir chaud et former ce qu'on appelle des tortues. Et donc, en fait, c'est assez rigolo parce que quand ils sont regroupés comme ça, au centre, il peut faire vraiment très chaud. On a mesuré des températures autour de 38 degrés, ce qui fait qu'ils ont chaud. Donc, quand ils sont au centre, ils vont vouloir sortir. Mais quand ils sont aux extrémités, ils vont vouloir rentrer, et ce qui génère un espèce de mouvement de convection, et ce qui génère une dynamique qui s'autogère, et c'est assez rigolo. Ensuite, donc, ils vont s'accoupler durant la saison à peu près en mai, et puis ils vont pondre un œuf. Et en fait, donc la femelle va pondre un œuf, et en fait, ça lui demande énormément d'énergie. Donc, elle va avoir besoin de se ravitailler, de se nourrir en mer pendant à peu près une centaine de jours. Et donc, en fait, c'est le mâle qui va couver l'œuf. Et donc, on peut assister durant le mois de juin à ces scènes où, en fait, c'est la femelle va donner l'œuf au mâle. Donc, c'est quelque chose de assez stressant pour eux parce que l'œuf doit très vite être couvé parce que, étant donné les températures, il peut très vite geler. Et donc, durant le début juillet, on va commencer à avoir des petits poussins apparaître. Donc, au début, ça va être les mâles qui vont les nourrir. Et très vite, les femelles vont arriver et prendre le relais. Donc, le poussin va se mettre sous les jambes, sur les pieds de la femelle, et le mâle va partir en mer pour aller se nourrir et reprendre des forces. Donc, vous imaginez partir un an comme ça en Antarctique, surtout en hiver, où on n'a pas beaucoup de relations sociales avec l'extérieur et où il n'y a pas beaucoup de luminosité. Ben ça implique certaines choses, et ça implique notamment ce qu'on appelle le syndrome d'hivernage. Donc, on peut être atteint, c'est un syndrome dont chacun est atteint à des degrés divers. Donc, ça peut aller simplement de la simple fatigue, où on a envie un peu de dormir un peu tout le temps, à une dépression. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'avant de partir, on va passer une visite médicale et on va passer devant un psychologue. Et en fait, ces gens-là vont être chargés d'évaluer le niveau de risque qu'on a de passer donc une saison d'hiver en Antarctique. Voilà. Et donc, on a quand même des moyens un peu de lutter contre ce syndrome d'hivernage. Et notamment, de temps en temps, on organise des petites fêtes, dont une qui est très célèbre, puisque c'est un peu une tradition en Antarctique qui s'appelle la Midwinter. Donc, c'est quelque chose qu'on va fêter le 21 juin. Et partout en Antarctique, c'est quelque chose de très traditionnel, puisque ça existe depuis l'âge héroïque en Antarctique, donc depuis les tout premiers hivernages qui ont eu lieu au début dans les années 1850. Donc là, c'est juste une photo que j'ai faite pour vous montrer un petit peu l'ensoleillement au 21 juin. En fait,
la station du Mont d'Urville est à peu près 10 km au sud du cercle polaire, ce qui fait qu'en fait, on a le 21 juin, on a pile poil le soleil qui rase l'horizon. Donc là, en fait, vous avez une photo toutes les 10 minutes. En fait, ça donne à peu près 1h30 d'ensoleillement. Donc on voit le soleil au loin, mais en fait, si vous regardez la banquise, en fait, il y a même, le soleil ne touche même pas le. C'est tout à l'ombre, en fait. Le soleil n'est pas suffisant pour éclairer la banquise. Donc pour en revenir à la Midwinter, donc on va faire en fait un peu la fête. On va réduire au maximum nos activités de travail pendant une semaine, et puis on va prévoir des petites soirées et faire un petit peu la fête entre nous, voilà, pour pallier à ce syndrome d'hivernage. Et aussi, on va échanger des vœux avec les stations du reste de l'Antarctique. Donc ici, là, je vous ai mis les vœux de la station sud-coréenne qui ont effectué, eux, c'était leur deuxième hivernage. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'expérience en Antarctique comparé à nous, qui en sommes à notre 65e hivernage. On va faire aussi, durant cette Midwinter, il y a un concours de fléchettes qui a été organisé. Donc, on faisait des Skype avec d'autres bases et on jouait aux fléchettes. Et puis, on faisait un concours avec toutes les bases hivernantes de l'Antarctique. On avait gagné d'ailleurs cette année. Une des autres traditions, alors là c'est plutôt en Terre Adélie, c'est qu'on fait un concours de Miss durant donc toujours la Midwinter. Et donc ce concours de Miss, ce ne sont pas les filles qui le font, mais les filles du coup sont le jury, et ce sont les hommes qui doivent s'habiller en filles et les filles qui doivent juger nos costumes. Et je ne sais pas si j'en suis fier ou pas, mais c'est moi qui avais gagné ce concours. On voit ici à gauche. Donc petit à petit, après, une fois passé ce 21 juin, petit à petit, le soleil va réapparaître. Et en fait, ça va relativement vite, puisque on gagne à peu près au début 15 minutes d'ensoleillement un peu tous les jours. Et donc très vite, fin juillet, et début août, on commence à avoir quand même des jolies journées ensoleillées. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours des températures assez fraîches et pas mal de soleil, donc on en profite aussi pour aller pas mal se balader. Notamment, on a pu aller voir ces icebergs qui sont retrouvés là, à peu près à 10 km de la base. Et donc, ça fait des jolies balades. On peut voir un peu la taille de ces trucs par rapport à nous. Ça fait à peu près 40 mètres de haut, donc hors de la mer, et à peu près 300 mètres sous la mer. Et pour la petite histoire, le plus gros iceberg qu'on a pu croiser en bateau, il faisait quand même 78 km de long. Donc en fait, quand on était à un bout de l'iceberg, on ne voyait pas l'autre bout. À cette échelle-là, on n'arrive même pas à voir que c'est un iceberg en fait. Ça nous paraît être un continent, quoi. Et donc, petit à petit, l'hiver touche à sa fin, et puis, au bout d'un moment, le bateau revient, et on a les premières personnes qui commencent à arriver, et notamment les futures personnes qui vont nous remplacer. Et donc là, pendant 2 mois, on va avoir une période de transition où on va les former donc, à notre travail. Donc voilà, ce qui permet une transition un petit peu en douceur. Et puis au bout d'un moment, on arrive à peu près en décembre en Antarctique, et puis l'année suivante, au mois de décembre, c'est notre tour de quitter l'Antarctique. Et donc, avec grande tristesse, on reprend ce bateau qui nous avait amené en Antarctique, et on retourne à Hobart, retour à la civilisation. Donc c'est un petit peu rude au départ, et donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un petit voyage de retour à la civilisation. Moi j'avais pu aller au Népal, j'avais fait le trek de l'Everest, donc on voit l'Everest est juste là derrière, et là c'est le Pomori, on me voit au camp de base de l'Everest.
Et puis après, j'avais pu aussi aller en Malaisie. Voilà, et ben, c'est la fin de ma présentation. Merci pour votre attention. Et puis du coup, si vous avez des questions, et ben, n'hésitez pas. Ouais, on a quelques questions. Du coup, Bertrand, je vais te les lire. Ouais. Il y a Gérald qui te pose la question de tu as pu réaliser ce voyage dans le cadre d'un VIE? Alors, c'était pas un VIE, c'était un service de volontariat civique. Donc, en fait, c'est l'équivalent d'un service militaire, mais civil, en fait. Donc, c'est payé. Alors, ça existe aussi en France, hein, il y en a pour plusieurs choses. C'est souvent lié à l'administration publique. Et c'est payé, à l'époque, c'était payé 1000 euros. En fait, c'est pas un salaire, c'est une indemnité. Et on était payé 1000 euros par mois donc, pour faire ça. OK. Et j'ai vu que Camille allait poser la même question que moi, mais quelle est la procédure d'admission? Est-ce que tu as passé des tests? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes Ouais, particulières? ouais. Alors, en fait, les recrutements commencent en janvier. Se font, en fait, il faut déposer son CV entre janvier et février. Et puis après, ils vont commencer à faire des entretiens d'embauche. Donc au début, c'est tout ça, c'est tout bête, hein, c'est un entretien d'embauche comme chez Exia. On est invité à l'Institut Polaire et puis on est devant quelqu'un des ressources humaines et quelqu'un donc qui est lié à notre poste, donc notre chef en fait. Et donc c'est un entretien assez classique. Et ensuite, donc oui, pour faire une parenthèse, l'Institut Polaire, en fait, c'est à côté de Brest. Hein. Donc faut se rendre en Bretagne. Et ensuite, donc les recruteurs, ils vont sélectionner deux personnes à l'issue de ces entretiens. Et en fait, ces deux personnes vont réaliser une série d'examens médicaux. Donc ça, il y en a pour une matinée incomplète, hein, c'est assez long. Et après, l'après-midi, on passe une après-midi avec un psychologue où il nous fait remplir des questionnaires au début. Et après, on a un entretien avec ce psychologue. Et eux, ils sont chargés d'évaluer donc si on peut un niveau de risque, si on peut aller en Antarctique ou pas, donc un risque médical, voir si on est suffisamment en bonne santé pour s'y rendre, et donc un risque psychologique, voir si on a un danger pour nous ou pour les autres. Donc idéalement, en fait, le plus gros risque, c'est de tomber en dépression. Ouais, c'est ce Voilà. que tu disais. Et il n'y a pas de limite d'âge? Il n'y a pas de limite d'âge, non. OK, d'accord. Une autre question, qu'est-ce qui t'a poussé à vivre une telle expérience? Et ben en fait, c'est tout bête. J'avais vu, j'y avais jamais pensé. Puis en fait, pendant mes études à l'université, j'avais vu une annonce et puis je me suis dit, je vais postuler, pourquoi pas. Et puis en fait, moi, c'est un peu spécial, c'est que j'avais postulé à l'époque, donc je venais de sortir de mes études et donc effectivement, j'étais sorti donc comme tout le monde hein, au mois de juin. Et en fait, c'était trop tard pour postuler, donc j'avais une réponse négative. Et en fait, j'avais un peu oublié cette histoire-là, puis j'avais commencé à travailler. Et en fait, 2 ans plus tard, eh ben, on m'a rappelé, puisque en fait, la personne qu'ils avaient sélectionnée bah, s'était désistée. Donc, ils avaient relancé une série d'entretiens pour le remplacer. Et donc, ça s'est fait pour moi un petit peu par hasard, en fait. OK. Est-ce qu'il faut forcément y rester 14 mois ou est-ce qu'il est possible de faire des plus courts séjours? Ouais, alors du coup, euh, pour les hivernants, c'est 12 mois minimum. Ça peut être prolongé de 14 à 15 mois maximum. Ensuite, on nous demande de faire une pause et on peut en faire un deuxième et on peut revenir un an après éventuellement. Et sinon, il y a une deuxième possibilité, c'est d'y rester pour la période d'été. Donc, il y a toute une série enfin, la plupart des gens, en fait, ils restent que pendant l'été. Hein. Donc, l'été, donc il y a des scientifiques donc qui sont issus de laboratoires, donc des laboratoires de glaciologie, de géophysique ou de biologie marine. Donc, eux, ce sont des gens qui ont des postes permanents. Hein. Et donc, c'est difficile d'y accéder de cette manière-là. En été, la manière pour y accéder la plus facile, c'est d'être technicien.
Donc, par contre, ils cherchent des plombiers, par exemple, des électriciens, des métiers assez basiques, en fait. Ils font un peu de tout pour vivre sur une base, en fait. Ok. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi là-bas? En fait, ce qui est difficile, c'est alors, il y en a souvent quand on me pose des questions, c'était pas trop difficile, c'était le froid. On me demande souvent si c'était le froid, mais en fait, c'est pas très compliqué. On s'habitue relativement vite au froid. Par contre, ce qui est difficile, c'est l'isolement et le fait on a très très peu de connexion avec l'extérieur. Ça peut être un peu perturbant en fait. Voilà. C'est ça, c'est la grande difficulté de faire un hivernage. Ok. Et est-ce que tu as gardé contact avec les gens que Ouais, tu as rencontrés là-bas? J'imagine que ça crée des liens. ouais. Alors il y en a certains, j'ai plus du tout de contact, mais en fait, avec tout un petit groupe qui s'est formé, on fait une fois par an, on fait une rencontre. Je sais pas, en général c'est chez quelqu'un, donc on tourne et puis on va se faire un week-end généralement par an. On va s'organiser un week-end par an entre nous en fait. Voilà. Ok. Avec, on va dire, on est entre 5 et 10 à chaque fois. Donc Ok. les autres, on ne les voit pas. Ok. Et est-ce que tu envisages d'y retourner? Alors moi, j'envisage pas d'y retourner, mais certains, oui, envisagent d'y retourner, ouais. Alors Pourquoi? par contre, on peut faire que un service civique, on peut en faire qu'un seul. Et, euh, et après, on a d'autres possibilités. C'est soit on peut avoir un poste en CDD pour faire un hivernage, soit on peut y retourner chaque année pour la saison estivale. Ok. Après, la difficulté, en fait, c'est que la plupart des postes de service civique, ils n'existent pas en CDD ou après, il faut changer de métier, en fait. Moi, mon Ok. métier n'est pas, c'est pour ça que j'ai pas la possibilité euh, d'y retourner en été Hmm. ou pour faire un deuxième hivernage. Ok. Est-ce que cette expérience t'a donné envie de faire d'autres projets un peu hors du commun? Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et clairement, si j'ai la possibilité de faire d'autres expériences de ce type-là, même si forcément c'est un peu unique comme truc, pourquoi pas? Ouais. Après, tu fais beaucoup enfin, tu fais de la rando, tu fais du trek, c'est un peu. Oui, Après, tu étais allé à oui, oui, l'Himalaya. bien sûr. Moi, enfin, je suis quelqu'un de très nature et qui aime beaucoup la montagne, etc. J'aime beaucoup faire des voyages dans des endroits isolés, etc. Est-ce que ça a changé ton quotidien depuis ton retour? Ouais, alors en fait, au début, on est un petit peu paumé hein, quand on revient. On a bien un an avant de s'y remettre. Et puis après, petit à petit, la vie revient à la normale. Et puis, on se remet un petit peu dans le rang de la société, quoi. Mais la première année est un peu difficile. Ouais, tu Pour moi, m'étonnes. en fait, finalement, tout à l'heure, tu posais la question, qu'est-ce qui était le plus difficile? Mmh. Et je dirais que, en fait, le plus difficile, c'est même pas quand on est sur place, parce que c'est relativement bien passé, en tout cas pour ma part. Mais le plus difficile, en fait, c'est le retour, en fait. OK. Et toi, comment tu as vécu, du coup, le syndrome d'hivernage? Moi, j'ai eu relativement peu de symptômes. Et en fait, je l'ai vécu de manière assez bizarre. C'est que bah, au début, tout allait bien. Et en fait, petit à petit, j'ai vu les personnes autour de moi disparaître. Et en fait, les gens, il y en a beaucoup qui restaient de plus en plus dans leur chambre et on les voyait de moins en moins. Et en fait, la taille de notre groupe, petit à petit, qu'on rentre dans la période où on a moins en moins de lumière, et ben, la taille de notre groupe, elle diminuait. Et on voyait de moins en moins de monde. Et c'est assez bizarre. OK. Ouais, c'était plus de voir les gens partir, tu disais: «OK, Ouais, c'est ça. qu'est-ce qui se Et du passe?» coup, j'ai trouvé ce qui est important, c'est de garder des relations sociales au sein de notre groupe au maximum Mmh. pour effectivement avoir le moins de symptômes de syndrome d'hivernage possible, quoi. Ouais. OK.
Est-ce que vous avez des nouvelles des proches et du monde extérieur régulièrement? Ouais, relativement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier aussi. Donc, pour les moyens de communication qu'on a, en fait, on a Internet. Par contre, alors peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé avec les Starlink, les machins, mais nous, à l'époque, on avait une connexion quand même relativement limitée. On avait une connexion un peu similaire à ce qui se faisait avant la DSL, en fait, à peu près. Donc, on pouvait se connecter, aller sur des sites assez basiques. Par contre, les sites comme Facebook, etc., ils sont en fait relativement gourmands en données. Donc, on les bloque, ces sites-là. Par contre, on a un ordinateur qui est dédié pour faire du Skype. Skype marche à peu près bien. Ça marche moyen en vidéo, mais en audio, ça marche bien. Et après, sinon, on a le téléphone. Voilà. Comment est approvisionnée la station pendant la période d'hivernage? Pardon, j'ai pas Notamment, compris la question. Hein. comment est approvisionnée la station pendant la période d'hivernage, notamment l'alimentation? Eh ben, la réponse, elle est simple, elle ne l'est pas. Ouais, vous êtes Elle en est approvisionnée autosuffisance? uniquement en été. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a le bateau, l'Astrolabe, il fait 5 fois l'aller-retour pendant la saison d'été. Et donc, à l'issue de ces 5 rotations, on est censé avoir tout le fuel, toute la nourriture et tout le matériel pour passer la saison d'hiver. Et normalement, même 2 saisons au cas où. Mais voilà. Et si, alors c'est jamais arrivé, hein, mais si on n'a pas à l'issue de ces 5 rotations de matériel, eh ben, on n'hiverne pas, tout simplement. Mais jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Ok. Est-ce que quelqu'un a encore des questions ou tout est bon? Super, on en a eu pas mal. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Bertrand. C'était hyper intéressant. Eh ben, Ton merci partage bien. d'expérience était vraiment ouais, hyper intéressant. Je vais peut-être partir moi. Non, je rigole. Merci beaucoup pour Merci ton Bertrand. intervention. Et puis, on vous souhaite tous et à toutes une très très bonne soirée. Et puis, on se donne Bonne soirée. rendez-vous du coup en 2023 pour de nouveaux meet-up.